à condition de bien comprendre ce que veut dire Montaigne. Parce qu'en vérité, ce titre, le titre de mon livre, est emprunté à Montaigne, mais en vérité, c'est une citation tronquée. Dans les essais, Montaigne écrit « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Autrement dit, tendre dans cette phrase de Montaigne est à prendre au sens de fragile. Un peu au sens où on parle d'une pierre tendre. Il ne s'agit pas de dire que la vie n'est faite que de tendresse. Montaigne n'est pas niais à ce point. Il s'agit de dire que la vie est fragile et aisée à troubler. Eh bien, Dieu sait que les derniers attentats nous confirment que la vie est fragile. Il y a 130 jeunes gens, pour la plupart, qui sont morts en quelques minutes. Si ce n'est pas de la fragilité, qu'est-ce que c'est? Et si ça ne nous a pas troublés, qu'est-ce que nous sommes? Et donc voilà, j'ai pris cette phrase de Montaigne comme titre, parce que je la citais bien sûr en entier dans le livre, je la citais au moins 2 ou 3 fois, ce qui est un peu étrange, et donc ça voulait dire qu'elle m'importait spécialement. Et en fait, je peux vous dire pourquoi cette phrase de Montaigne m'importe tellement. C'est qu'en vérité, elle dit à peu près le contraire de l'ataraxie épicurienne. Vous savez que lorsqu'Épicure veut penser la sagesse, il la pense selon un mot grec, ataraxia, qu'on peut traduire par sérénité, mais qui signifie littéralement absence de trouble. Absence de trouble. Eh bien voilà, quand Montaigne nous dit ces choses tendres que la vie est aisée à troubler, il nous laisse entendre que cette sagesse épicurienne, cette ataraxie, c'est un idéal très beau, très exaltant, qui fait rêver les jeunes gens, et Dieu sait que ça m'a fait rêver quand j'avais 18 ou 20 ans, mais qu'évidemment, cet idéal est hors d'atteinte. En tout cas, j'ai compris très vite que j'en étais incapable, et pour la plupart d'entre nous, nous en sommes incapables. Lequel d'entre nous dirait, ces attentats, ça ne m'a troublé en rien. Ma sérénité reste intacte. Et encore, quand il s'agit de morts que nous ne connaissons pas. Et lequel d'entre vous, dont l'un des enfants est gravement malade, dirait « Non, non, mais ça va, ma sérénité est intacte, je suis dans une totale ataraxie ». C'est évidemment impossible. Et donc j'ai pris ce titre parce qu'au fond, il résume un peu mon évolution. Depuis mes premiers pas de jeune philosophe, sous la lumière très douce d'Épicure, la lumière très vive de Spinoza, eh bien disons que la vie et Montaigne m'ont appris à nuancer un peu ces idéaux de sagesse. Non pas du tout que j'ai renoncé par là à tout idéal de sagesse. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la sagesse qui m'importe le plus, c'est ce que j'appelle une sagesse de second rang, une sagesse à la Montaigne. Une sagesse de second rang, c'est-à-dire une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens où Épicure et Spinoza pouvaient l'être, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, qui n'envisagent même pas de le devenir, mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Et bien voilà, de ce point de vue, ce titre me paraît plutôt confirmé qu'infirmé par les atroces attentats que nous avons connus. Alors la définition la plus difficile, c'est celle de la joie. Si vous regardez le vocabulaire technique et philosophique de Lalande, qui est la grande autorité en matière de définition philosophique, dans ce dictionnaire, Lalande écrit « La joie est un affect ou une émotion tellement fondamentale qu'elle est à peu près impossible à définir. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un parmi vous ne l'a jamais éprouvé, il est à peu près impossible de lui faire comprendre ce que c'est. Un peu comme il serait impossible d'expliquer à un aveugle de naissance ce que c'est que le rouge, le bleu, le jaune ou le vert. L'idée même de couleur est impossible à définir pour quelqu'un qui n'en a jamais vu. Pareil pour la joie, pareil pour la tristesse. Mais c'est pas grave, parce que justement, vous avez tous vécu des moments de joie. Autrement dit, on n'a pas besoin d'une définition abstraite parce qu'il suffit de s'appuyer sur l'expérience réitérée, incontestable que les uns et les autres,
nous avons eu au moins parfois de joie. Si on veut absolument une définition, Descartes, dans son traité des passions, donne la définition suivante: la joie est une agréable émotion de l'âme. Oui, on n'a pas beaucoup avancé à côté de l'expérience d'en avant. Simplement, ce qui est important, c'est de l'âme, par différence avec les plaisirs du corps. Autrement dit, le corps jouit, pas toujours, mais parfois, le corps jouit, l'âme se réjouit, y compris parfois des jouissances du corps. Quand vous mangez un excellent repas, vous buvez un excellent vin, il y a le plaisir gustatif, le plaisir du corps. Mais quand vraiment c'est extrêmement bon, on se réjouit de cette jouissance-là. On est passé à un deuxième degré, et donc on pourrait dire aussi bien, c'est la définition épicurienne, que la joie, c'est le plaisir de l'âme. Pour ce qui est du bonheur, c'est à la fois plus simple à définir, je vais vous proposer une définition, et plus nécessaire. Parce qu'en vérité, nous avons tous eu des moments de joie. Certains vous diront que le bonheur, ça n'existe pas. Et donc on peut se demander, au fond, est-ce que j'ai vraiment des moments heureux? Est-ce que j'ai vraiment été heureux? Lequel d'entre nous peut dire oui, j'ai été heureux pendant 6 mois, pleinement heureux? Moi, je me garderais bien d'énoncer ça aussi fortement. Alors qu'est-ce que c'est que le bonheur? Là, on a besoin d'une définition. Alors, commençons par dire ce que le bonheur n'est pas. Le bonheur, ce n'est évidemment pas une joie constante, permanente, immuable. Parce que ça, c'est impossible, ça n'existe pas. Cette joie constante, permanente, immuable, c'est ce que j'appelle pour ma part, pour distinguer les concepts, c'est ce que j'appelle la félicité. Et je crois que pour être heureux, il faut d'abord comprendre et accepter que la félicité est exclue. La félicité est impossible. Le bonheur, ça n'est pas non plus la satisfaction de tous nos désirs. On dit, ça n'est pas non plus la satiété. D'abord parce que quand on ne désire plus rien, c'est plutôt un signe de dépression que de bonheur. Et ensuite, parce que quand on n'est pas dépressif, on désire toujours quelque chose. Parce que nos désirs sont ouverts à l'infini. Et donc l'idée que tous nos désirs soient satisfaits est à peu près exclue. Le bonheur, ça n'est pas la fixité, une joie constante, ça n'est pas la satiété, la satisfaction de tous nos désirs. Alors qu'est-ce que c'est? Kant, au XVIIIe siècle, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, écrit que le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. Un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni comment l'atteindre. Et ça n'est pas tout à fait faux. Et c'est justement parce que le bonheur est un idéal de l'imagination qu'il est difficile à définir, parce qu'on n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous les mêmes imaginations. Eh bien moi je vous propose, pour sortir de cette difficulté, une démarche opposée. Je vous propose de réfléchir non pas d'abord sur le bonheur, qui n'est qu'un idéal de l'imagination, mais sur le malheur, qui n'est pas un idéal, mais une expérience. On peut douter de savoir si nous avons été vraiment heureux à telle ou telle, dans de telle période de notre vie. Preuve en est que certains vous disent que le bonheur n'existe pas. Personne n'a jamais dit que le malheur n'existait pas. Parce que tous ceux ici qui ont été malheureux ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, et je pense qu'en gros c'est la majorité d'entre nous, savent bien par expérience que le malheur existe. Si quelqu'un me dit que le bonheur n'existe pas, je veux bien discuter. Si quelqu'un me dit que le malheur n'existe pas, j'ai envie de lui foutre mon poing dans la gueule. Et là, ça devient intéressant. Parce que ma définition du bonheur va commencer par dire, eh bien voilà, le bonheur, c'est le contraire du malheur. Et ça change tout. Parce que je passe d'un idéal de l'imagination, le rêve du bonheur, personne ne sait exactement ce que c'est, à une expérience incontestable.
l'expérience du malheur. Alors appuyons-nous sur cette expérience. Qu'est-ce que c'est que le malheur? Qu'est-ce que c'est qu'être malheureux? Ma réponse est la suivante, et je la crois fidèle à l'expérience, en tout cas à la mienne. J'appelle malheur tout laps de temps, toute durée, toute période où la joie paraît immédiatement impossible. Impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là. Et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours qui suivent, ni sans doute les semaines qui suivent. Parce que vous avez perdu l'être que vous aimiez le plus au monde, ou parce que vous souffrez atrocement d'une maladie incurable, que sais-je. La joie est impossible. C'est ce qu'on appelle le malheur. Le bonheur, disais-je, c'est le contraire du malheur. Voilà donc ma définition du bonheur. J'appelle bonheur tout laps de temps, toute durée, toute période, où la joie paraît immédiatement possible. Pas toujours réelle, bien sûr, ne répond pas, ça c'est la félicité, ça n'existe pas. Non, non. Le bonheur, c'est pas une joie toujours réelle. Le bonheur, c'est une période où la joie paraît continuellement possible. Vous vous réveillez le matin, la joie est là ou elle n'y est pas. Ça dépend des cas. Pour moi, pour tout vous dire, le matin, elle y est plutôt rarement. Mais enfin, vous savez qu'elle peut venir dans la journée, qu'elle viendra sans doute, et puis qu'elle repartira, et puis qu'elle reviendra. Eh bien, ces allers-retours de la joie, pas toujours réels, mais continuellement possibles, c'est ce que j'appelle le bonheur. Et donc, le bonheur est en quelque sorte comme l'écrin, dont la joie serait la perte. Si la joie n'existait pas, l'idée même de bonheur n'aurait pas de sens, puisque le bonheur, c'est tout laps de temps où la joie paraît immédiatement possible. Mais la différence entre la joie et le bonheur, et je m'arrête là pour ne pas être trop long, elle est dans la durée. C'est que la joie, au fond, elle relève du moment. Pas forcément de l'instant, ça peut durer quelques minutes, quelques heures, vous voyez, pour les joies très intenses. Quelques jours, ça devient déjà un peu douteux. Mais on est dans la brièveté. Alors que le bonheur, à l'inverse, s'installe dans la durée. Alors pas forcément des années de bonheur. Mais Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, écrit « Une hirondelle ne fait pas le printemps, ni un seul jour heureux le bonheur. » Et celui qui vous dirait « J'ai été joyeux pendant 6 mois », on dirait « Il n'a pas compris ce qu'est la joie ». Celui qui vous dirait « J'ai été heureux pendant 3 minutes et demie », on se dirait « Il n'a pas compris ce qu'est le bonheur ». Voilà, et donc, le bonheur, c'est une période de temps plus ou moins longue, qui va se compter en jours, en semaines, en mois, en années, quand on a beaucoup de chance, où la joie paraît continuellement possible. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un me dit le bonheur, ça n'existe pas, ma première réaction, c'est de me dire en voilà encore un qui n'a jamais été vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Parce que ceux d'entre nous qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Le bonheur, ça n'est pas une joie toujours réelle, en permanence. Le bonheur, c'est une joie continuellement possible. Alors c'est ma définition, personne n'est obligé de la prendre à son compte, mais elle me paraît assez fidèle à l'usage courant. Parce que pour tout vous dire, quand j'étais jeune philosophe, j'étais toujours surpris en lisant les sondages qu'on publie depuis des années, parce qu'on demande aux Français, êtes-vous heureux? Et traditionnellement, c'est encore vrai aujourd'hui. 80% des Français répondent oui. Et moi, quand j'étais jeune philosophe, j'avais une conception un peu exaltée du bonheur. Pour moi, le bonheur, c'était la sagesse, c'était Épicure, c'était Spinoza. Je disais quand même, 80%, c'est pas possible, ou alors les gens mentent. Eh bien non. Je crois qu'en vérité, quand 80% des Français répondent qu'ils sont heureux, ça veut dire simplement qu'ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas malheureux. La joie est possible. Ils ont des moments de joie. La joie vient, la joie s'en va, la joie revient. Eh bien, je crois que la définition assez modeste que je vous ai proposée correspond au fond à l'usage courant du terme. Voilà pour la joie, voilà pour le bonheur. Alors il reste la joie de vivre, mon cher Bruno, à laquelle vous avez eu le courage, l'audace de consacrer une exposition. Justement, alors, il y a